Robert Louis Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes, 1879, traduit de l'anglais par Léon Bocquet. L'itinéraire de Stevenson du 22 septembre au 4 octobre 1878. Le Puy, le Monastier, le 22 septembre, départ. Saint-Martin-de-Fougères, Goudet, Ussel, Boucher-Saint-Nicolas, le 22 septembre. Pradelles, Langogne, le 23 septembre. À la Belle Étoile, 24 septembre. Chélard-l'Évêque, Luc, le 25 septembre. La Bastide Puylaurent, le 26 septembre. Chasseradès, le 27 septembre. L'Estampes, Blémard. À la Belle Étoile, le 28 septembre. Pont de Montvert. Corurès, à la Belle Étoile, le 29 septembre, la Vernède, Florac, le 30 septembre, à la Belle Étoile, 1er octobre, Cassagnas, Saint-Germain-de-Calberte, le 2 octobre, Saint-Étienne-Vallée française, Saint-Jean-du-Gard, le 3 octobre, Alès, le 4 octobre. Dédicace. Mon cher Sidney Colvin, le voyage que raconte ce petit livre me fut très agréable et avantageux. Après un début singulier, j'ai eu meilleure chance à la fin. Mais nous sommes tous des voyageurs dans ce que John Bunyan nomme le désert de ce monde. Tous aussi des voyageurs avec un âne, et ce que nous trouvons de meilleur en route, c'est un loyal ami. Bienheureux le voyageur qui en trouve plusieurs. Nous courons le monde en fait pour les rencontrer. Ils sont le but et la récompense de la vie. Ils nous gardent dignes de nous-mêmes. Et lorsque nous sommes seuls, nous sommes simplement plus près de l'absent. Tout livre est dans sa signification secrète une lettre ouverte aux amis de l'auteur. Eux seuls en pénètrent l'esprit. Ils découvrent des messages particuliers, des assurances d'affection et des témoignages de gratitude insérés à leur intention à toutes les pages. Le public n'est qu'un patron généreux qui acquitte les frais de poste. Pourtant, quoique la lettre soit adressée à tout le monde, c'est pour nous une vieille et aimable coutume d'en faire expressément hommage à une seule personne. De quoi un homme pourrait-il être fier sinon de ses amis? Et dès lors, mon cher Sidney Colvin, c'est avec orgueil que je me déclare ici, vôtre, affectueusement, RLS. Velay. Il y a beaucoup d'êtres puissants, et rien n'est plus puissant que l'homme. Il surpasse par ses ruses le monde rural. Sophocle. Qui a jamais perdu les fers d'un âne sauvage? Job. 1. Le bourriquet, la charge et le bas. Dans une petite localité nommée le Monastier, sise en une agréable vallée de la montagne, à 15 milles du Puy, j'ai passé environ 1 mois de journées délicieuses. Le Monastier est fameux par la fabrication des dentelles, par l'ivrognerie, par la liberté des propos et les dissensions politiques sans égales. Il y a dans cette bourgade des tenants des 4 partis qui divisent la France, légitimistes, orléanistes, impérialistes et républicains. Et tous se haïssent, détestent, dénigrent et calomnient réciproquement. Sauf quand il s'agit de traiter ou une affaire, ou de se donner les uns aux autres des démentis, dans les disputes de cabaret, on y ignore jusqu'à la politesse de la parole. C'est une vraie Pologne montagnarde. Au milieu de cette Babylone, je me suis vue comme un point de ralliement. Chacun avait à cœur d'être aimable et utile pour un étranger. Cela n'était pas dû simplement à l'hospitalité naturelle des montagnards,
ni même à l'étonnement qu'on y avait de voir vivre de son plein gré au monastier un homme qui aurait pu tout aussi bien habiter en n'importe quel autre endroit du vaste monde. Cela tenait pour une grande part à mon projet d'excursionner vers le sud, à travers les Cévennes. Un touriste de mon genre était jusqu'alors chose inouïe dans cette région. On m'y considérait avec une piété dédaigneuse, comme un individu qui aurait décidé un voyage dans la Lune. Toutefois, non sans un intérêt déférent, comme envers quelqu'un en partance vers le pôle inclément. Chacun était disposé à m'aider dans mes préparatifs. Une foule de sympathisants m'appuyait au moment critique d'un marché. Je ne faisais plus un pas qui ne fût illustré par une tournée de shopping et célébré par un dîner ou un déjeuner. On était déjà à la veille d'octobre que je n'étais pas encore prête à partir. Pourtant, aux altitudes où conduisait ma route, il n'y avait pas lieu d'escompter un été indien. J'avais résolu, sinon de camper dehors, du moins d'avoir à ma disposition les moyens de le faire. Rien n'est en effet plus fastidieux pour un type débonnaire que la nécessité d'atteindre un refuge dès que vient la brune. Au surplus, l'hospitalité d'une auberge de village n'est point toujours une infaillible recommandation à qui chemine péniblement à pied. Une tente, surtout pour un touriste solitaire, ne laisse point d'être ennuyeuse à dresser, ennuyeuse encore à démonter, et même durant la marche. Elle fournit un évident aspect particulier au bagage. Un sac de couchage, par contre, est toujours prêt. Il suffit de s'y insinuer. Il sert à double fin, de lit pendant la nuit, de valise pendant le jour, et il ne dénonce pas à tout passant curieux vos intentions de coucher dehors. C'est là un point important. Si un campement n'est pas secret, ce n'est qu'un endroit de repos illusoire. On devient un homme public. Le paysan sociable visite votre chevet après un souper hâtif, et vous voilà dans l'obligation de dormir un œil ouvert et de vous lever avant l'aube. Je me décidai pour un sac de couchage, et après maintes recherches au puits et pas mal de dépenses culinaires pour moi-même et mes conseillers, un sac à viande fut dessiné, bâti et apporté chez moi en triomphe. L'enfant de mon invention avait quasiment 6 pieds carrés, outre 2 flanquets triangulaires pour servir d'oreiller la nuit et de couvercle et de poche le jour à ce sac. Je l'appelle sac, mais ce ne fut jamais un sac que par euphémisme. C'était seulement une sorte de long rouleau ou saucisson en bâche verte imperméable à l'extérieur et en fourrure de mouton bleu à l'intérieur. Commode comme valise, sec et chaud comme lit. Chambre à coucher spacieuse pour une seule personne et à la rigueur pouvant servir pour 2. Je pouvais m'y enfoncer jusqu'au cou, car ma tête, je la confiais à une casquette en poil de lapin munie d'un rebord à rabattre sur les oreilles et d'un cordon à passer sous le nez en manière de respirateur. En cas de pluie sérieuse, je me proposais de me fabriquer moi-même une menue tente, ou plutôt un tendelet, au moyen de mon waterproof, de 3 pierres et d'une branche inclinée. On comprendra sans peine que je ne pouvais porter cet énorme attirail sur mes propres épaules, simplement humaines. Restait à choisir une bête de somme. Or, un cheval est d'entre les animaux comme une jolie femme, capricieux, peureux, difficile sur la nourriture et de santé fragile. Il est de trop grande valeur et trop indocile pour être abandonné à lui-même, en sorte que vous voilà arrivé à votre monture comme à un compagnon de chaîne sur une galère. Un chemin difficultueux affole le cheval, bref, c'est un allié exigeant et incertain qui ajoute sans complication aux embarras du voyageur. Ce qu'il me fallait, c'était un être peu coûteux, point encombrant, endurci, d'un tempérament calme et placide. Toutes ces conditions requises désignaient un baudet. Habitait au monastier un vieillard d'intelligence plutôt médiocre selon certains, que poursuivait la marmaille des rues et connu à la ronde sous le nom de Père Adam. Or, Père Adam avait une carriole et pour la tirer une chétive ânesse, pas beaucoup plus grosse qu'un chien, de la couleur d'une souris, avec un regard plein de bonté et une mâchoire inférieure bien dessinée. Il y avait autour de la coquine
quelque chose de simple, de racé, une élégance puritaine, qui frappa aussitôt mon imagination. Notre première rencontre eut lieu sur la place du marché, au Monastier. Afin de prouver son excellente humeur, les enfants, à tour de rôle, s'installèrent sur son dos pour une promenade, et l'un après l'autre, tête première, pirouettèrent en l'air jusqu'à ce que le manque de confiance commençât de régner au cœur de cette jeunesse et que l'épreuve cessa faute de concurrents. J'étais déjà soutenue par une députation de mes amis, mais comme si cela ne suffisait pas, tous les acheteurs et vendeurs m'entourèrent et m'aidèrent au marchandage. L'ânesse et moi, et Père Adam, devînmes le centre d'un vrai brouhaha pendant presque une demi-heure. Enfin, la bête me fut cédée, à raison de 65 francs et d'un verre d'eau-de-vie. Le sac avait déjà coûté 80 francs et 2 verres de bière, de sorte que Modestine, ainsi la baptisai-je sur le champ, était, tout compte fait, l'article le meilleur marché. En vérité, il en devait être ainsi, car l'ânesse n'était qu'un accessoire de ma literie ou un bois de lit automatique sur 4 pieds. J'eus une dernière entrevue avec le père Adam dans une salle de billard, à l'heure ensorcelante de l'aurore, lorsque je lui administrai l'eau-de-vie. Il se déclara fort ému par la séparation et affirma qu'il avait souvent acheté du pain blanc pour son bourriquet, alors qu'il s'était contenté de pain bis pour lui-même. Mais ceci, à s'en référer aux meilleures autorités, devait être un écart d'imagination. Il était réputé en ville pour maltraiter brutalement le baudet. Pourtant, il est certain qu'il versa une larme et que la larme traça un sillon propre jusqu'au bas d'une joue. Sur le conseil d'un fallacieux bourrelier de l'endroit, une sellette en cuir me fut fabriquée, munie de courroies afin d'attacher mon paquetage, et pensif, j'achevai mon équipement et disposai mon trousseau. En manière d'armes et de batterie de cuisine, je pris un revolver, une petite lampe à alcool et une poêle, une lanterne et quelques chandelles d'un sou, un couteau de poche et une large gourde en peau. Le principal chargement consistait en 2 assortiments complets de vêtements de rechange, outre mes habits de voyage en velours campagnard, mon paletot de marin et un chandail en tricot, quelques livres, ma couverture de voyage, qui, elle aussi en forme de sac, me faisait double enveloppe pour les nuits froides. La réserve permanente était représentée par des plaquettes de chocolat et des boîtes de saucisses boulonnaises. Tout cela, à l'exception de ce que je portais sur moi, fut facilement entassé dans le sac en peau de mouton, et par une heureuse inspiration, j'y ajoutai mon havre-sac vide, plutôt par commodité de portage que dans la pensée qu'il pourrait m'être nécessaire au cours de mon voyage. Pour les besoins les plus pressants, je pris un gigot froid de mouton, une bouteille de Beaujolais et une provision importante de pain bis et blanc, comme Père Adam, pour moi-même et le baudet. Toutefois, dans mon projet, la destination de ces derniers objets était inverse. Les gens du monastier, de toute nuance d'opinion politique, s'accordèrent pour me prédire maintes mésaventures grotesques et me menacer de mort subite dans des conditions extravagantes. Surfroid, loups, voleurs et par-dessus tout les mauvais tours de la nuit étaient quotidiennement et éloquemment appelés mon attention. Pourtant, dans ces vaticinations, on négligeait l'évident, le véritable danger. Comme chrétien, c'est de mon bagage que j'ai eu à souffrir en chemin. Avant de raconter mes malchances personnelles, que l'on me permette de dire en peu de mots la leçon de mon expérience. Si le paquetage est bien attaché par des courroies aux extrémités et pend à pleine longueur, pas replié en 2, bon Dieu, à travers la selle de bas, le voyageur n'a rien à craindre. La selle de bas pourra certes n'être point ajustée, telle est l'imperfection de notre vie éphémère. Elle pourra assurément glisser et tendre à se renverser, mais il y a des pierres de chaque côté d'une route et on apprend bientôt l'art de corriger n'importe quel penchant ou déséquilibre au moyen d'un caillou bien placé. Le jour de mon départ, j'étais debout un peu après 5 heures.
Vers 6 heures, nous commençâmes à charger le baudet, et 10 minutes plus tard, mes espérances gisaient dans la poussière. Le bas ne prétendait pas tenir sur le dos de Modestine, même une demi-minute. Je le renvoyai à son fabricant avec lequel j'eus une prise de bec tellement injurieuse que le trottoir de la rue était garni, de nous à vous, d'une foule de badauds qui regardaient et écoutaient. Le bas changea de main avec beaucoup de vivacité. Peut-être serait-il plus exact de dire que nous nous le jetâmes réciproquement à la tête. En tout cas, étions-nous fort échauffés et inamicaux, et parlions-nous avec une excessive liberté. J'obtins une banale selle de bas, une barde, comme on dit, qui convenait à Modestine, et une fois de plus je la chargeai de mon attirail. Le sac replié, mon paletot marin, car il faisait chaud et j'allais marcher en vareuse, une longue miche de pain noir, et un panier sans couvercle qui renfermait le pain blanc, le gigot de mouton et les bouteilles, furent accrochés ensemble par une série de nœuds fort perfectionnés, et j'en examinai le résultat avec une vaine satisfaction. Dans un monstrueux chargement de ce genre, le fardeau entier porté sur l'encolure du baudet, et rien en dessous ne faisant contrepoids, sur un bas aux sangles neuves qui n'avait jamais servi à l'équipement de l'animal, accroché au surplus par des courroies neuves aussi, qu'on pouvait s'attendre à voir s'élargir et se distendre pendant la route, même le touriste le plus insoucieux aurait pressenti une catastrophe imminente. Ce système perfectionné de nœuds, au surplus, était l'œuvre de trop nombreux sympathisants pour être réalisé fort habilement. Il est vrai qu'ils avaient serré les cordes énergiquement. Pas moins de 3 à la fois, un pied sur l'arrière-train de Modestine, ils tirèrent là-dessus grinçant des dents. Or j'appris par la suite qu'une seule personne entendue, sans le moindre déploiement de force, pouvait faire plus efficace besogne qu'une demi-douzaine de domestiques enthousiastes et en transpiration. Mais je n'étais alors qu'un novice. Même après la mésaventure du bas, rien ne pouvait troubler ma confiance et je franchis le seuil de l'écurie comme un bœuf se dirige à l'abattoir.